bienvenue dans Long Live le débrief, une semaine sur deux avec David Ordonneau en présentiel. On revient sur l'interview de la semaine précédente et en l'occurrence c'était le kinésithérapeute Flavio Bonnet. Avant de démarrer ce podcast, je voulais en profiter pour remercier Wojo, espace de coworking qui nous reçoit dans ses locaux pour la production de ces podcasts et on les remercie. Vous pouvez aller voir les espaces de coworking Wojo, d'ailleurs où l'on travaille désormais le mardi et le jeudi avec mon équipe. David, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode avec Flavio Bonnet, le kinésithérapeute, parce que quand on vieillit, on passe sa vie chez le kiné, alors, mais pas toi. Peut-être que je ne vieillis pas. Non, je sais pas. C'est ça en fait. Non, je suis jamais allé chez le kiné. Enfin, je suis allé une fois après une blessure, mais c'est vrai que je fréquente pas. Pour moi, c'est un luxe. Et pour toi, c'est un luxe d'aller chez le kiné? Ouais, complètement. Okay. Je me dis, les gens qui vont chez le kiné, ils prennent vachement soin d'eux. Alors, soit c'est des sportifs, et quand c'est toi qui en parles, je me dis, bon, bah, ok, forcément, elle est tout le temps en train d'utiliser son corps. C'est quasiment un outil de travail quotidien. Donc, oui, aller l'entretenir, mais moi, bon, ça va, j'ai peut-être changer. Mais pour l'instant, j'ai pas une activité dingue. Donc, je n'y vais pas. Ok. Je n'y vais pas. Et donc, dans cet épisode, j'en ai découvert l'intérêt. Et à quel point le kiné pouvait à plein d'endroits donner des conseils et nous orienter. Du coup, j'ai pris des notes. Plein de notes. Alors, vas-y, tes premières notes sur ce vieillissement, ce kiné et ce mouvement surtout. Alors, il y a plusieurs réflexions. Il y a souvent des réflexions parce qu'il intervient parfois sur la blessure. Forcément, on va avoir des kinés quand on est blessé. Et lui, il dit, en fait, le problème, et il est souvent récurrent, c'est qu'on va souvent trop vite et trop fort. Avec le temps, en vieillissant, il y a moins de mobilité, du coup, on perd en muscle, ça on le répète souvent, et donc on est plus vulnérable. Et voilà, le muscle, normalement, il aide les tendons à se renforcer et tout, j'apprends plein de trucs. Hein. Ouais, t'as vu, c'est des cours. Mais voilà, l'erreur souvent, c'est qu'en fait, on sollicite trop notre corps par l'effort, alors qu'il n'y est pas prêt et qu'il n'a pas été encore préparé. Et aussi, souvent, c'est sans s'en rendre compte, parce que finalement, la blessure, elle arrive peut-être 2-3 jours après un gros effort. Donc, sur le moment, on se dit ça va, ça passe, on se remet à courir, on va courir 10 km alors qu'on n'a pas couru depuis 3 mois. Et finalement, pendant ces 10 km, c'est peut-être un peu dur au niveau cardio, mais ça va, on encaisse. Et c'est 3 jours plus tard qu'en fait, t'as toujours super mal ici, là. Et puis en fait, tu vas chez le kiné et là, t'as un syndrome de l'essuie-glace. Mais en fait, c'est juste parce que t'es allé beaucoup trop fort et beaucoup trop loin d'un seul coup. Donc ça, c'est vrai que la modération dans le sport, elle est très difficile à entendre dans notre société, où on est toujours abreuvé de performances, de plus, de toujours mieux que les autres, plus fort, d'exemples aussi de personnes qui sont peut-être moins sportifs que nous et qui font plus de trucs. C'est vrai que moi, à un moment, je me mets dedans. J'écoutais le podcast notamment de Rich Roll et il interviewait très souvent des personnes qui avaient fait des efforts sportifs surhumains, c'est-à-dire un Ironman par jour pendant 1 an. Ou non mais tu vois, des trucs comme ça, ou genre le tour du monde en course à pied en moins de 80 jours, enfin des trucs comme ça complètement démentiels. Et finalement la personne, tu disais bon, c'était un peu monsieur madame tout le monde, il était avocat, il était boulanger, et t'as l'impression qu'en fait, c'est parti. Faut que je le fasse, alors que non, en fait c'est ultra rare, c'est quand même surhumain. C'est très rare finalement ce genre de super performance et en fait on a trop tendance à s'abreuver de ce genre de messages et à aller trop fort dans l'effort. D'autant plus quand on n'en a pas l'habitude, parce que toi tu parles de toi avec ton habitude et ta pratique quotidienne du sport. Quand on est dans ma situation et qu'on n'en fait pas régulièrement ou qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, c'est encore plus valable, il faut être encore plus vigilant, notamment à sa reprise. Et moi tu m'avais choqué il y a quelques temps, je me rappelle, dans ton brainwashing que tu avais pour essayer de me faire mettre au sport. Qu'est-ce que j'ai dit Non, mais tu m'avais dit, commence par courir très peu. Va faire des runs de 3 minutes, 4 minutes. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs de je vais avoir l'air de quoi si je vais courir 3 minutes, quoi. Je vais mettre plus de temps à m'habiller qu'à découvrir. Et pour autant, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Au début, on court 3 minutes ou 3 fois 3 minutes. Donc voilà, on a couru très peu. Mais c'est une vraie séance qui a tout à fait sa place dans une reprise. Et c'est pareil pour nager. Enfin, souvent, des anciens nageurs vont pas nager parce que parfois, tu es un peu dégoûté de la natation. Puis un jour, tu as envie de t'y remettre. Et tu vas aller nager genre 2 km d'un coup. Non, en fait, c'est beaucoup trop pour tes épaules qui se sont désadaptées. Il faut reprendre, retrouver des sensations. Et ça, c'est pour tous les sports.
Très souvent, on va beaucoup trop fort, beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Et tu vois, moi, notamment dans ma communauté, avec mon club, j'ai beaucoup de personnes qui se mettent des défis sportifs qui ne sont pas du tout raisonnables. C'est-à-dire que la personne, elle court pas, et elle dit « Oh, une de mes copines veut qu'on s'inscrive à un semi-marathon. » Ah oui, mais ça, c'est une mode en ce moment. Tous les potes, tous les gens autour de moi s'inscrivent à des marathons et à des choses comme ça. Il y a quand même un énorme effet de mode autour de ces courses-là, de ces longues courses. Oui, parce qu'en fait, les gens ont envie de super-héroïsme, en fait. Ont envie de se dépasser. C'est vrai que ça fait du bien à l'ego. On a l'impression d'être validé un peu aussi sociétalement quand on fait ce genre de courses ou d'épreuves, alors qu'en réalité, ça nécessite une préparation énorme qu'on a tendance à sous-estimer. Et donc, il y a plein de gens, tu te retrouves avec des gens qui font des semi-marathons, qui le font en 2-3 heures. C'est pas grave finalement de le faire. On s'en fiche de la performance, mais ça veut dire que voilà, ils n'ont pas une super préparation. Et du coup, c'est là que tu as toutes les blessures, les problèmes de tibia, de genoux, de cheville, de dos. Et après, les gens te disent je peux pas courir parce que de toute façon, quand je cours, ça me fait mal au dos. Non, tu as eu mal au dos en courant parce que tu n'étais pas préparé et tu as fait trop. Autre chose importante, et on le rappelle tout le temps, et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on le rappelle, il nous a parlé de la musculation. On sait que le cardio c'est important, surtout pour les maladies cardiovasculaires, etc. Mais on se rend pas compte qu'en fait la muscu c'est l'autre pilier qui est essentiel pour vieillir en bonne santé. Parce que au-delà de 40 ans, moi je vais y arriver bientôt, si on ne fait rien, au-delà de 40 ans, écoute bien, on perd 0,5% de sa masse musculaire par année. Et à partir à partir de 50 ans, ça s'accélère. On va perdre 1% et ensuite à 60, 2-3% de sa masse musculaire par an. Tu sais, David, vraiment, en créant ce podcast... Oui, Lucille. Tu sais, David, écoute-moi. Oui. C'est vrai qu'en créant ce podcast, je savais qu'on allait parler de temps en temps du sport pour bien vieillir, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'est-à-dire qu'à chaque... Lui, il le dit, c'est le médicament. Voilà, à chaque interview qu'on fait, on parle du sport et on parle surtout de muscu. Et moi, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que du coup, moi aussi, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Et je mets beaucoup plus de muscu dans mes entraînements à moi, dans les entraînements des personnes qui adhèrent à mon club. Il y a beaucoup plus de muscu qu'avant. Parce qu'en fait, c'est un médicament du bien vieillir. C'est fou. En tout cas, ce qui est répété, c'est que plus on avance en âge, plus la masse musculaire diminue et tout ça rend vulnérable. Et ça atteint l'organisme de manière générale. Les blessures sont plus courantes, les tendons sont plus fragiles, enfin tout est affecté par cette baisse de masse musculaire. Donc passé 40 ans, faut soulever du poids quoi. Et il le répète. Et lui, il donne ses chiffres qui sont quand même hyper impressionnants quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est encore super compliqué à faire accepter. Alors, dans les personnes qui me suivent et qui sont dans mon club, elles viennent pour ça, donc elles sont convaincues. Mais quand j'en parle, notamment à des femmes qui parfois ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, quand tu leur dis qu'il faut soulever 50 kilos au soulevé de terre, faire des squats à 35 kilos sur le dos, elles te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Enfin, c'est encore inaudible. Et justement, je regardais mes notes par rapport à ce que j'avais noté, parce que justement, je te voyais partir là-dessus. Il le dit, la musculation, c'est un super allié pour l'autonomie, donc pour la longévité. Quand on veut vieillir en bonne santé, qu'on veut être autonome, continuer à monter ses escaliers parce qu'on habite en étage, ou à porter ses courses, ou à tout ça, en fait, la muscu, elle va nous aider à préparer ce temps où si l'on ne fait rien, on ne sera plus capable de rien. Donc en fait, à partir de 40 ans, il faut forcer, soulever, et ne pas avoir peur. Il est jamais trop tard, comme il le dit, de s'y mettre ou de continuer à faire cet effort-là de musculation pure pour bien vieillir. Ouais, je pense que vraiment, ta forme à 80 ans, elle se prépare à tes 40 ans et à tes 50 ans. Il y a vraiment ce laps de temps, cette régularité de 30 ans qui, sur le moment, va te sembler un peu, juste routinier, mais en réalité, les effets, ils seront là quand tu auras 80, 85 ans, parce qu'on va tous y arriver. Hein. Bien sûr, il y a toujours les pas de bol et les maladies, mais malgré tout, on va tous vers une grande longévité, on va tous vieillir, quoi qu'on en dise. Et c'est vraiment là que tu le prépares. Et cette musculation, pour moi, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est vrai que souvent, on voit des jeunes qui se musclent, pour avoir de l'esthétique et tout ça. Mais en réalité, c'est un médicament de longévité. Donc, c'est comme t'avalerais... Double bénéfice, t'es gaulé et en plus, tu vieillis mieux. Exactement, c'est fou. Pas mal. Ouais.
Donc, faut pas avoir peur d'y aller. Et parfois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais je sais pas comment faire, comment m'y prendre. Comme tout, doucement, Exactement. progressivement. Donc oui, bien pas sûr trop qu'on vite, va pas pas trop fort. commencer par 50 kilos du jour au lendemain. Donc on commence par 3 à 5 kilos. Mais après, on augmente en fait. Si on est à l'aise avec des squats à 5, ensuite on passe à 7, et 10, et 12, et 20. Mais attends, On tu fais s'arrête des pas. squats avec quoi? Du poids sur les épaules, par exemple? Alors moi, c'est vrai que comme j'ai un petit souci de dos, c'est pas recommandé sur les pour épaules, moi ouais. d'avoir une barre sur les épaules. Donc moi, je le prends Dans les mains. sur les mains. D'accord. Voilà, exactement. Et moi, je fais des squats, par exemple, avec 2 fois 20 kilos dans chaque main. What? Hmm. Quoi? Non, attends. 2 fois 20 kilos, ça fait 40 kilos. 40 kilos, oui, sans problème. Moi, mes soulevés de terre, en ce moment, je suis à 60, 70 kilos pour le soulevé de terre. Donc 35 kilos. Donc là, je prends une grosse charge. Une barre olympique est chargée. Non, tu soulèves 70 kilos du sol? Oui. Genre moi, quoi. Oui. Si tu te transformes en barre, je te Tu me soulève. soulèves. Jambes tendues. Et encore, c'est pas énorme. J'ai pas une force maximale énorme. D'accord. D'ailleurs, je la retravaille. Donc ouais. Et ça, c'est pas un discours d'extraterrestre que je vous dis. Non, mais moi, je ça te dis devrait tellement être la ça en plus en normalité. rigolant parce que moi, je ne sais même pas si je suis capable de soulever 70 kilos du sol. Si, bien sûr que si. Ah bon? Oui. Ok. Surtout On a- un homme. Ouais, enfin. On a parlé d'étirement et on a parlé de mobilité. Et moi, j'ai appris quelque chose que j'ignorais, comme souvent dans ce podcast, c'est le rapport au nerf. Et en fait, les gens disent que l'étirement sert à rien, ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, on pourra avoir des subtilités après, mais ça fait du bien surtout parce que tu étires ton système nerveux, non pas tes tendons. C'est-à-dire quoi le système nerveux? Parce qu'en gros, Ouais. c'est sur la moelle épinière. En Ouais. fait, tu éloignes les nerfs. C'est-à-dire quoi? Exact. Du poignet, Exact. du rachis, tu éloignes. En fait, tes nerfs vraiment sont étirés. Exact, tu vois, en fait, je vais te montrer là, juste par l'exemple, les auditeurs pourront le faire derrière l'écran. Tu sais, quand tu fais un étirement de yoga comme ça, par exemple, Ouais. là, tu étires tes tendons du bras. Mais si tu inclines la tête ici, tu verras que ça te tire dans tout le bras. Tu peux le faire là tout de suite. Ouais, Ça te tout à tire fait. beaucoup tu sens plus dans les tout le bras. fourmis jusque Exact. dans l'intérieur de la main. Et ces fourmis-là, c'est ton système nerveux. Et quand tu reviens par là, ça tire moins. Tout à fait. Tu reviens par là, ça tire plus. Tu vois? Ouais. Mais là, tes tendons, ils n'ont pas bougé. Ton étirement est le même. Tu vois? L'étirement là, des Non, mais les tendons est muscles, le par même. contre, ils ont bougé, non? Très légèrement, mais tes muscles des avant-bras, ils n'ont pas bougé. Tes tendons des doigts n'ont pas bougé. Oui, c'est vrai. Quand c'est tu vrai, tires c'est vrai, dessus, c'est c'est ton système nerveux qui crée cette tension que tu sens d'ici, là d'ailleurs, du plexus brachial jusqu'au doigt. vrai. Ces sensations de fourmis que tu sens. Ouais, tout à fait. C'est pas tes tendons, c'est ton système nerveux. Donc tu vois, tous ces mouvements-là qu'on voit en yoga, mais t'as les mêmes choses au niveau des jambes. Oui, tout à fait. C'est exactement les mêmes choses. Tu tires sur ton système nerveux. Et en fait, c'est ça qui te procure ce sentiment de bien-être, tu vois. Marrant ce truc. Ouais, je pense que tout le monde l'a fait, là. Donc ici, t'étires. Ouais. Et si tu bascules la tête, t'étires davantage. Ouais. En fait, tu allonges le nerf. Non, mais surtout, en fait, il nous dit, en fait, les étirements, c'est bien, mais ça fait travailler les nerfs. Ça détend pas ce qu'on peut attendre. En fait, c'est pas, c'est pas les tendons, c'est pas. Moi, j'ai quand même toujours un petit bémol avec cette... Il dit que ça produit du bien-être. Non, mais Oui. il remet les choses à leur place parce qu'il dit pas que c'est inutile. Non, mais bien sûr. Mais je pense qu'il faut pas non plus tout jeter avec le stretching, les étirements. Il y a aussi d'autres informations. Et ça quand même participe à diminuer les douleurs. Je ne dis pas que ça guérit. Je dis que ça participe à diminuer les douleurs articulaires, voilà, de mouvement. Donc, ça n'est pas à jeter. Mais c'est pas la stratégie première. Lui, il pour, dit que ça a aller mieux. peu d'intérêt par rapport au renforcement musculaire. Voilà, c'est ça. Ça a peu d'intérêt. Donc, la principale idée pour aller mieux dans son mouvement, c'est la musculation. Ça, c'est clair et net. C'est la première stratégie. Mais les étirements ne sont pas non plus à complètement jeter. Ça a quand même son intérêt pour diminuer les douleurs. Donc, déjà, voilà, avoir du confort. Alors, du coup, ça me fait venir sur un autre point qui a été qui m'a fait réagir pendant votre entretien. C'est l'évolution du métier de kiné. J'ai appris qu'il y avait des choses qui se faisaient et des choses qui ne se font plus. Alors, apparemment, moi qui ne suis pas du tout expert de l'histoire, il y a eu une phase où on utilisait des électrodes. Bon, apparemment, c'était bullshit. Tout le monde a fait des Bullshit. électrodes. C'était n'importe quoi. Super, bravo, merci. C'était sympa, je me suis bien fait avoir. Donc, plus personne fait d'électrodes. Et vers la fin de l'échange, vous avez même dit... Bon, les kinés, ils massent presque plus. Et C'est lui, vrai. il dit les kinés, bon, le massage, ça a un effet un peu thérapeutique, ou voilà, mais... Un peu antidouleur aussi. Ouais. Oui, voilà, mais c'est plus là que ça se joue. Donc moi,
qui suis quand même pas coutumier et pas. Je me dis, mais attendez. Mais moi, je vais vous laisser encore faire la connerie que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et puis dans 15 ans, je reviendrai. Parce que c'est quoi? Il y a des modes en fait. Il y a des modes, oui, tout à fait, mais il y a surtout une évolution scientifique. En fait, la science du mouvement, elle est assez jeune. Il faut aussi quand même toujours remettre dans son contexte. Parce que là, on a l'impression qu'il sait ce qu'il fait désormais. Oui. Ouais, mais il envoie à la poubelle pas mal de choses. Bah justement, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques avant, finalement, sur la kiné, sur le paramédical. Et donc, c'était un peu au doigt mouillé, comme ça. Tiens, on va voir un bon kiné et tout. Il y avait des petits soulagements de douleur avec des massages, etc. Mais ce n'était pas encore vraiment bien scientifiquement prouvé. Donc, il faut aussi avoir l'humilité de dire que la science du mouvement, mais je me mets dedans, même la science de l'entraînement sportif, on reste encore une science assez jeune. Et donc, il y a beaucoup d'évolutions rapides, des effets de mode, ça revient, on ne sait pas trop, on tâtonne, on avance à tâtons. Et donc... Ouais, c'est pénible hein, quand la science avance à tâtons, parce qu'elle dit en général pas... Bon... Écoutez, là je vais vous masser, je sais pas trop si ça marche, mais bon, au pire ça vous fera pas de mal. Si un praticien nous dit ça, on dit... bien sûr, je sais. C'est vrai que ça a beaucoup changé et maintenant la kiné, en fait, justement pour avoir des effets réels, ils sont beaucoup plus sur le mouvement et le renforcement des muscles autour des articulations douloureuses pour avoir vraiment des effets. Et c'est là que vient un peu ce conflit. Oui. Entre l'entraîneur sportif et le kiné, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lignes. En fait. Oui, là, la frontière devient poreuse, mais lui, il met tout le monde d'accord. Il dit que finalement, il y a une complémentarité à avoir, qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'en fait, les gens, ils peuvent très bien avoir recours à leur coach et entendre leur kiné, et voilà, et que les routes soient parallèles et que tout le monde se donne la main dans un monde merveilleux où la compétition n'existe pas. Exactement. Après, tu vois, il va aussi y avoir le sport sur prescription médicale. Donc là, ça va plutôt être les kinés, tu vois, et les centres qui vont pouvoir avoir ça, alors que les coachs sportifs, non. Donc nous, on va devenir finalement peut-être du luxe. Enfin, tu vois, donc il y a des... Parce que tu crois qu'un coach, c'est pas du luxe? Moi, j'ai toujours pensé que les coachs, c'était du luxe. Hein. Les coachs sportifs, malheureusement, on est devenu luxe. Ouais. On est devenu luxe. Parce qu'en fait, c'est du temps en fait qu'on passe et de toute façon aussi avoir le temps de faire du sport, c'est devenu un luxe. Donc on est une profession attribuée au luxe. Je pense qu'on ne devrait pas l'être, mais ainsi va le monde pour l'instant. Il y a quelque chose à faire si on n'a pas de coach et vous nous avez donné les clés. Ouais. Quelles sont les disciplines? Alors moi j'ai un peu halluciné. Donc il nous a dit ce qu'il fallait faire dans la vie pour être en forme, quelle activité, quelle discipline pratiquer. La course, c'est essentiel. Ça, c'est bien de le rappeler. C'est pas la première fois qu'on entend que la course est très importante. Là où, par ailleurs, moi j'ai souvent entendu dire ou penser que la course, passé un certain âge, c'était n'importe quoi. On se pétait les genoux, c'était pas bon. On est là, super excuse pour pas en faire. Et depuis qu'on fait ce podcast, c'est plusieurs fois qu'on nous le dit. Et lui, il insiste vraiment. Il dit la course, c'est essentiel. Ouais. Essentiel. C'est l'impact, en fait. L'impact sur les os, sur les articulations, qui va favoriser une adaptation et une résistance du squelette et des disques vertébraux. Donc, dans le triptyque que vous avez cité, il y a donc la course, essentielle, la natation, que tu pratiques assidûment également, le vélo, si je puis me permettre, on ne voit pas souvent sur un vélo. Non. Ouais. C'est pas terrible. Non, mais je m'améliore quand même. Je fais de l'indoor cycling de temps en temps. Donc, en gros, si on devait faire quelque chose, ce serait 3 courses par semaine, donc, dont une longue. 3 séances de muscu, ça on l'a dit, la muscu, hyper important. Et, truc que je ne savais pas, les sports de raquettes. Alors, c'est vrai que dans ce qu'il a dit, donc course, natation, vélo, et il rajoute raquettes. Moi, je vois toujours Michel Drucker. Je me dis, le mec, il continue sur son vélo à 80 balais. Peut-être le vélo, c'est pas con. Bon, je connais que Michel Drucker vieux sur un vélo, mais il doit exister. Et les raquettes, le tennis, c'est vrai que je peux avoir l'image de gens un peu âgés qui jouent au tennis. Ouais. Et il nous explique pourquoi ça marche bien, d'un point de vue cognitif. Ouais. La coordination, la prise de décision et le corps dans l'espace aussi. Ça joue énormément. Après, on ne sait pas s'il y a aussi un biais de richesse. C'est-à-dire ? Avec cette étude, c'est-à-dire que les personnes qui jouent au tennis sont généralement des personnes qui vont être peu plus aisées financièrement. Donc, est-ce qu'il y a ce biais-là ? Apparemment, tous les sports de raquettes sont bénéfiques. Donc, soit le badminton, le ping-pong, le paddle. Lui, il parle du paddle, ouais, justement. Ouais. Parce que les sports qui
où le rebond n'est pas forcément logique et peut être contrarié, du coup t'oblige à réfléchir vachement plus vite, Exactement. à anticiper, à te positionner, et on en revient toujours à ce truc où le cerveau, dans l'activité physique, a une importance capitale. Moi je me rappelle toujours d'une pub pour Nintendo, je sais plus quoi, je crois que c'était Nicole Kidman là, qui était dedans. Elle jouait, et au début ils avaient pris un axe pour dire, en gros, ils avaient développé un jeu pour les plus de 50 ans ou machin, et ils disaient en gros, maintenez votre activité, faites travailler votre cerveau, en gros vous allez mieux vieillir. Et je crois que c'était Nicole Kidman qui était sur son truc, genre elle faisait des sudoku, des conneries comme ça. Et c'est un peu ça en fait, c'est en gros tu continues à maintenir l'activité de ton cerveau et finalement ça influe sur ton vieillissement. Là c'est un peu le même principe. Ah ouais, et sache que je me suis mise au ping-pong. Ah. Ça alors. Eh ouais, parce qu'en fait, moi je suis assez nulle en sport de raquette. Tu sais que j'ai été très bon au ping-pong quand j'étais petit. Je te prends ping-pong quand tu veux. Je crois que je suis très fort. C'est sûr, de toute façon, moi je suis nulle pour le coup. Donc je me suis mise avec mon fils gentiment. J'ai une demi-heure par dimanche. Je vais jouer. Donc lui, ça lui fait super plaisir que je joue au ping-pong avec lui. Il est bien plus fort que moi, donc il se sent d'autant plus en position agréable pour lui. Il m'apprend des choses, il me montre des exercices. Donc j'exécute et il trouve que j'ai progressé. Ah ouais. Donc ouais, je me suis mise dans un souci là pour le coup. Bon, c'est un moment partagé avec mon fils, mais aussi pour ma longévité. Il y a aussi la danse. Il n'en a pas parlé, mais la danse, que ce soit la danse de salon, rock, tango, salsa, ou bien la danse juste d'apprendre des chorégraphies, qui favorise aussi la longévité, dans cette même optique donc de coordination, de mémorisation du mouvement, la position du corps dans l'espace. Là, on se parle d'une alliance magique qui est celle de l'activité physique et de l'activité neurologique, quoi. On fait travailler notre cerveau en même temps qu'on fait travailler son corps. Pas mal. Bon, lui aussi, il va très très loin. Il nous a montré son bureau qui monte, son truc. Il marche. Le mec marche quand il fait des réunions. Et tu lui parles, il marche. Non, mais ça, moi, par exemple, c'est sûr que je vais m'équiper. Je trouve ça génial. J'adore. J'ai déjà fait plusieurs fois, moi, des réunions. Donc attends, pour que les gens comprennent, le mec a un bureau, donc avec un petit truc, ça monte, ça descend, c'est réglé, il a ses petits réglages. Les bureaux assis debout. Ouais. Avec un tapis de marche en dessous. Et le tapis de marche. Donc en fait, il expliquait que lui, dans sa journée, il commence à s'asseoir vers 16h. En fait, il s'assoit à la pause déjeuner. Le matin, il a fait que marcher. Il a passé ses trucs, il a écrit ses mails, il est en réunion. Salut, ça va? Ouais, ça va, t'es où? Je suis dans mon truc. Il a raison. Ouais. Il s'assoit pour manger. Il repart, et vers 16h, il dit, je suis un petit peu fatigué, donc j'ai été debout toute la journée. Bah ouais, donc là, il s'assoit 1 heure ou 2, et puis après, il repart. Et en fait, il est resté assis, 2 heures dans la journée. Ouais, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs fois des réunions comme ça sur mon vélo indoor, mais voilà, c'est parce qu'aussi je suis une professionnelle de la forme, donc limite les gens, ça les fait marrer que dans le Zoom, je sois moi sur mon vélo. Mais j'aime beaucoup. Et je trouve d'ailleurs, quand je suis sur mon vélo sur une réunion, je suis beaucoup plus attentive. Vraiment. Et en fait, je me rappelle de ce qui s'est passé dans chacune de ces réunions. Alors que sinon, d'autres réunions, soit par écran, soit... T'es dans un truc... parfois, je me rappelle pas du tout de quoi on a parlé. Donc si, il y a vraiment une bien meilleure attention. Alors moi, j'ai kiffé, mais après, voilà, faut avoir le truc qui va avec. Quand tu fais des réunions, je pense que c'est idéal. L'école, les gens qui font des visios et tout, c'est super. Un tapis de marche, ça coûte pas cher. C'est bon, le bureau qui monte, ça coûte une blinde. Ouais, mais tu vois, son investissement total était de quoi? De 1 000 €. Bon, tu peux demander ça parfois dans les entreprises, elles équipent pour le télétravail. Ce serait génial, c'est que les entreprises fassent ça. Mais effectivement, ce bureau qui monte, pour les gens qui font des visios, des réunions, moi je suis tout le temps sur mon clavier. Il y en a des moins chers. Oui, j'imagine. Là, le sien était parce qu'il était pré-réglé et tout ça. Il y en a des beaucoup moins chers. En tout cas, c'est impressionnant. Et c'est pas bête. Le jour où on aura une société où les gens qui font des visios ou qui sont en réunion tous les jours marchent sous leur bureau, on sera tous en meilleure santé. Oui, mais on y contribue. Tu vois, on contribue à rendre ce message de plus en plus normalisé, accepté. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Moi, je l'ai découvert en tout cas. C'était super son install. T'as dit quoi? Je commence à y réfléchir du coup. Et peut-être qu'un jour, je vais ça va faire son bonhomme de marcher chemin. sur mon bureau. Déjà que t'as arrêté de fumer. Ouais, putain, ça fait beaucoup quand même. Ouais. On a envie des choses. Le sport, arrêter de fumer, l'alcool. Ouais. Pareil. C'est beau, hein? Ouais. Je suis très fière de toi. Ouais, c'est toi, c'est ton influence. Si vous arrivez à sauver une personne. Voilà, c'est ça, c'est moi. Elle m'a sauvé. Super, merci. Tu as d'autres notes? J'ai tout partagé. Moi, j'ai adoré cette interview. J'aime beaucoup Flavio Bonnet, qui est vraiment très inspirant. J'aime aussi beaucoup sa façon de continuer à apprécier son métier. T'as pas relevé. Il est enthousiaste, ouais.
je pense que voilà, continuer à se former, continuer à être intéressé par son métier, aller chercher d'autres zones, c'est aussi la clé d'une longévité dans son travail, et notamment dans les professions médicales, paramédicales, où il peut y avoir un peu de lassitude. Et même aussi dans les métiers comme ça un peu routiniers, se reformer, aller voir un peu d'autres choses, ça permet aussi de rester frais dans son travail et d'avoir de l'appréciation au quotidien. Et je trouvais que c'était important aussi de relever cette Je l'ai pas précisé, mais il parlait justement de profession hybride, justement. Oui, passer du temps à enseigner, du temps à apprendre et du temps à pratiquer, effectivement. Et tu as raison, c'était pour lui un vrai levier de longévité dans son métier, dans sa carrière. Mais tu vois, finalement, nous deux, on l'est aussi devenu. Tu vois, moi, maintenant, j'ai un peu le côté journaliste, toujours coach sportif. J'anime des événements, voilà, des cours collectifs de fous. Après, finalement, gérer une entreprise, développer une appli. Plein de petits trucs comme ça qui font que la journée est moins toujours la même. Ouais, c'est moins routinier. Et pareil pour toi, finalement, comme tu as développé tu as plusieurs activités dans ton métier de journaliste. Je pense que ça, c'est quand même un levier de longévité et d'appréciation aussi du quotidien. Et d'éviter les problèmes un peu mentaux, de déprime. Et ça apprend plein d'autres choses. Il y a plein de comment dire, de valeurs partagées avec le sport. Par exemple, dans ce que tu décris, et dans l'histoire d'avoir une vie professionnelle un peu hybride ou avec plusieurs facettes, la discipline est hyper importante. Moi, je fais vachement de parallèles au quotidien dans ma manière de travailler avec ce que je pourrais envisager du sport. La discipline, la régularité, le timing accordé, les temps que je dois considérer. Pas faire trop de ci ou de exactement, ça. Exactement. Et je trouve qu'il y a énormément de parallèles entre la manière dont vous parlez du sport souvent et moi, la manière dont j'envisage ma semaine professionnelle. On parlera de ça plus précisément une prochaine fois, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que vous dites, si tout se transpose, pas trop vite, pas trop fort. Moi, je me suis foutu à l'hosto parce qu'à un moment, j'avais pas pris de week-end depuis des mois. Voilà, ça marche pour le boulot comme ça marche pour le sport. Le fait d'y aller doucement, le fait d'être dans la discipline, le fait de morceler, le fait de ne pas avoir la même activité tout le temps, justement, d'avoir des choses complémentaires, d'être dans un truc très technique, comme quand là, je pose des micros, ou alors après dans un truc complètement intellectuel où j'écris un article, où je vais monter un... Ça, c'est les choses qui font du bien, qui permettent de sectionner, de se renouveler, de sectionner sa journée de travail. Et voilà, et d'un point de vue, je pense, psychologique, c'est hyper bien. C'est stimulant. Je pense que d'un point de vue neurologique, ça entretient et ça stimule. Et je pense même que physiquement, de fait, là, il faut que je porte des trucs, c'est con, tout à l'heure j'y pensais, faut que je porte du matos, faut que je fasse des trucs. Bon, je suis pas dans mon bureau, je suis en train de porter des choses, je marche, voilà. Après je suis au montage, bon, mais voilà, c'est des choses qui ressemblent, je trouve, à ce que vous décrivez du sport. Ouais. Être moins mono-activité, que ce soit dans le sport que dans le travail. C'est ça. Et dans la diversification. Et on en revient à cette histoire de sédentarité. En fait, plus on bouge, plus on envisage, plus on fait, en y allant doucement, sans se blesser, à tous les niveaux. C'est pas mal. Exactement. Super conclusion, merci David. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout ou regardé sur YouTube. Dites-nous en commentaire si vous aimez ces débriefs, qu'est-ce que vous voudriez qu'on améliore aussi. On est là pour vous aussi, pour apporter satisfaction à nos auditeurs et nos auditrices. Donc partagez, likez, notez et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Salut. Salut.